Yorana Kauhanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service en Polynésie française. Les violences intrafamiliales, les VIF, sont 2 fois plus élevées que la moyenne nationale et selon un article de 2022, 77% des victimes sont des femmes. C'est un sujet qui est sensible, mais c'est important d'en parler, levant le tabou avec les personnes qui sont présentes sur notre plateau. Nous avons Titaina Contios, qui est responsable de la circonscription de Teyarapu de la DSFE, Yorana. Georgina Topotini, directrice du centre d'accueil de l'enfance, Yorana. Yorana, Cynthia Ayou, pédiatre légiste de l'UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger, Yorana. Yorana. Et enfin, Myriam Tudji, avocat, Yorana. Yarana. On va commencer par une question, somme toute simple, hein. Qu'est-ce que les violences intrafamiliales pour commencer? Et on va démarrer avec toi, Titaina. Les violences intrafamiliales, il y a des définitions officielles de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais je vais prendre une définition toute simple qu'un enfant pourrait comprendre. C'est quand on fait du mal à quelqu'un et que cette personne-là n'est plus en mesure de se défendre et qu'elle est perturbée fortement par ce qui vient de lui arriver. Alors, que ce soit des violences physiques, violences sexuelles, des violences psychologiques également, et du harcèlement aussi. Voilà. Il y a beaucoup de formes de violence et je pense que le public est bien assez au fait avec cette définition. Quel est le rôle de la DSFE dans ce contexte, justement? Alors, la DSFE a plusieurs missions et on a un volet assez sensible et très important justement sur les violences intrafamiliales. Donc, on intervient, nous sommes destinataires de signalements, soit d'informations préoccupantes, de signalements urgents ou non urgents, sur des violences dont des mineurs ont pu être victimes. On est destinataire également de violences, de signalements de violences conjugales, où on a des femmes victimes de violences avec, elles peuvent avoir des enfants ou pas d'enfants, mais il y a aussi des messieurs qui peuvent être victimes de violences conjugales. Donc, c'était le rôle de la DSFE, on vous le rappelle, la direction des solidarités de la famille et de l'égalité. Et dans la même idée, on parle du centre d'accueil de l'enfance, dont, Georgina, tu es la directrice, mais tu as aussi été directrice du foyer Tearata. Alors, j'aimerais ton regard sur ce chiffre, 2 fois plus de violences intrafamiliales que la moyenne nationale. Une remarque sur ce chiffre? Disons que c'est malheureux, mais disons que c'est les personnes, enfin la population est de plus en plus consciente de ces violences. Et d'ailleurs, pour revenir au foyer Tearata, encore dans son rapport d'activité, les familles accueillies étaient majoritairement victimes de violences intrafamiliales. Si je peux étendre mon propos vers le foyer de la Samaritaine, qui, pareil, enregistre aussi des femmes victimes de violences qui ont été majoritairement accueillies dans ce foyer. Et moi qui suis directrice du foyer du centre d'accueil de l'enfance, les enfants que nous accueillons ont été majoritairement victimes de violences intrafamiliales. Alors, en tant que professionnel ou même en tant que public, quels signes peuvent nous alerter vis-à-vis de ces violences intrafamiliales? Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Disons, si je mets mon propos par rapport aux enfants, je vais rejoindre le propos de Titaina, qui disait que à l'école, on peut aussi remarquer facilement les enfants victimes de violences par leur absentéisme, par le fait qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, ou contrairement, quand ils sont violents, agressifs. Et en fait, il y a multiples signes pour remarquer que les enfants sont victimes de violences. Pour revenir aux adultes, de mon expérience au foyer Tearata, c'est beaucoup plus les femmes victimes de violences conjugales que nous avons accueillies. Mais quand c'est le couple ou la famille, c'est-à-dire le papa, la maman et les enfants, c'est très souvent parce qu'ils sont plusieurs dans une maisonnée, plusieurs dans la famille.
Et à un moment donné, ça explose parce que, disons que les difficultés sont multipliées au Alors, sein même d'une famille. je reviens justement sur les enfants et on va parler justement de l'UAPED, l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger. Je me tourne vers toi, Cynthia. Oui. C'est quoi le rôle de l'UAPED? Alors nous, on est une structure de soins d'abord, donc on est là pour faire partie du parcours de soins de l'enfant victime de violence, quel que soit le type de violence, et puis on est là dans un rôle premier de soins, de prévention, de dépistage aussi, et on aimerait aussi de formation. Est-ce que c'est pas un peu compliqué quand on accueille des enfants qui ont été victimes de de violences intrafamiliales? C'est pas compliqué de gagner leur confiance pour pouvoir justement savoir ce qu'il s'est passé et pouvoir être au mieux les accompagner? Alors, il peut s'agir effectivement de situations délicates, c'est des enfants qui ont eu un parcours particulier, parfois très difficile. L'idée de l'UAPED, c'est de pouvoir justement permettre, avec ce lieu dédié, un lieu vraiment adapté aux enfants, de les accueillir dans de meilleures conditions et surtout avec des professionnels qui sont vraiment adaptés, qui sont formés et qui sont bien au fait des besoins spécifiques des enfants victimes de violences. Quand on est victime, justement, c'est quoi les premières démarches? Je me tourne vers toi, Myriam. Juridiquement parlant, hein, je veux dire. La première démarche, c'est évidemment de signaler ces violences et de les signaler en déposant plainte, hein, puisque ce qu'on n'a pas dit depuis le début de cette émission, c'est que les violences, ce sont des délits qui sont punissables par la loi. Et la première des choses pour y mettre un terme, c'est en effet de traduire les auteurs de ces violences devant la justice. Et ça passe nécessairement par la prise de connaissance, par l'autorité de police et ensuite l'autorité judiciaire de ces violences et donc par le signalement, par le dépôt de plainte des victimes. D'accord. Ce qui est toujours un pas qui est extrêmement difficile à franchir. Le signalement, est-ce que c'est, comment dire, différent en fonction de j'ai envie de parler de gravité des faits? Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, non, quel que soit le type de violence, il faut déposer plainte. Après, il y a en effet des gradations, hein, selon le type de violence et selon le type de conséquences que ces violences vont entraîner. Alors, sans rentrer dans le détail de la loi, l'échelle des peines va différer en fonction notamment de ce qu'on appelle l'ITT, l'interruption temporaire de travail, c'est-à-dire les conséquences physiques quand il s'agit de violences physiques ou psychologiques ou sexuelles, hein, puisque ce sont les trois types de violences. Mais peu importe, j'allais dire, le degré de gravité, la première des choses à faire, c'est en effet le dépôt de plainte. D'accord. Et ce signalement-là, si on reste là-dessus, comment est-ce que la DSFE accompagne les victimes dès ce premier signalement, que ce soit d'un point de vue psychologique, juridique? Alors, je voudrais d'abord ajouter que aujourd'hui, il existe maintenant une procédure de pré-plainte dans le cas de violences vraiment très importantes où la victime peut faire une pré-plainte avant de pouvoir se rendre en gendarmerie. En quoi ça consiste? Voilà. C'est une procédure qui s'est rajoutée pour pouvoir donner une suite un peu plus rapide et que la victime puisse être accompagnée au plus tôt. Donc, comment la DSFE prend en charge? Nous avons parfois, sur appel de la gendarmerie, à récupérer des mineurs. Donc, on le reçoit, on a un protocole d'accueil, on a des postures professionnelles où on accueille tout simplement l'enfant dans sa détresse et puis qu'on l'amène à être tout d'abord à se sentir en sécurité, parce que généralement un enfant va être mutique et il ne voudra pas parler, donc on le laisse tel qu'il est. On va le rassurer, on va lui dire que la procédure, elle va être d'abord de t'accueillir. Ensuite, on verra le contexte familial. Donc être sûr déjà que l'enfant soit, enfin en tout cas que la victime soit en sécurité. Oui, voilà, déjà, d'une. Après, ça dépendra du moment de la journée parce qu'on peut être amené à les recevoir en fin de journée. On peut lui proposer d'être vu par une psychologue. Voilà. Ensuite, on prend contact avec les partenaires qui nous ont signalé. On voit le contexte familial. On peut être amené à appeler ses parents. On fait un contact avec la gendarmerie. On peut être amené à le placer dans sa propre famille en tout premier, avant d'étendre la possibilité d'accueil
vers les institutions, hein. Et si c'est une maman, par exemple, qui a été victime de violence et qu'elle a des enfants et qui ont été témoins, hein, puisqu'il y a aussi une loi qui dit que les enfants qui sont témoins de violences intrafamiliales, bah, ils sont victimes aussi de ces violences-là. Donc, on peut proposer à cette maman bah, d'aller vers les institutions. On appelle nos partenaires, hein, comme Emmaouta. Et c'est vrai que parfois, c'est le manque de place. Du coup, ben, les solutions les plus rapides, ben, ça va être de s'orienter vers leur famille ou vers l'entourage amical, quelqu'un chez qui elles peuvent se sentir en sécurité. Mais même avant d'en arriver là, Cynthia, comment est-ce qu'on peut rassurer une victime qui justement a peur de pouvoir témoigner contre un proche? Alors, je pense que déjà la première étape, en tout cas pour les victimes mineures, c'est vraiment de leur rappeler leur place de victime et de leur bien leur expliquer que tout ce qui se passe ou tout ce qui va se passer, donc toutes les démarches, toutes les conséquences, etc., rien n'est de leur faute, que l'adulte est le seul responsable et que nous, en tant qu'adultes, on est là pour les protéger. Et que donc tout ce qui va se passer là, c'est vraiment pour leur protection, pour eux et parfois la fratrie et puis les générations qui viennent aussi après. Ce que tu viens de dire est assez intéressant. Alors la phrase que je vais citer existe depuis déjà plusieurs années, mais elle ressort de plus en plus. Il faut que la honte change de camp. Un regard sur cette phrase, Cynthia? Non, mais c'est exactement ça. C'est que dans le mécanisme des traumatismes, que ce soit les violences sexuelles ou les violences intrafamiliales, il y a une grande culpabilité dans le camp des victimes. Parce que probablement aussi, d'un point de vue sociétal, on a notre rôle à jouer. Et c'est vrai qu'il faut vraiment leur redire, c'est très important. Après, chez les mineurs, il y a aussi toute la place que les parents ont vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a normalement le rôle de protecteur et qui n'est plus le cas. Alors, je vois que Myriam veut réagir, mais avant d'arriver vers toi, Georgina, j'aimerais bien aussi avoir ton point de vue sur cette phrase que l'on a citée plus tôt. Donc, il faut que la honte change de camp. Ben, c'est une phrase tout à fait respectable et il faut qu'aujourd'hui, elle se manifeste de plus en plus, hein, dans le sens où, effectivement, ben, comme nous, quand on reçoit les enfants, donc du coup, nous, on n'est plus dans la prévention, ben, tout notre rôle, c'est de rassurer l'enfant, même si des fois, il y comprend pas la situation. Il ne faut pas faire culpabiliser les Oui, il ne faut victimes pas faire finalement. culpabiliser l'enfant et ne pas rajouter des mots ou des propos jugeants vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la situation, parce que ce n'est pas notre rôle, quoi. Notre rôle, c'est de le mettre en sécurité et de faire en sorte que s'il est accueilli au foyer, que son séjour, entre guillemets, puisse se passer le moins traumatisant possible. Myriam? Oui, je voulais justement réagir sur cette question de la culpabilité et de la honte, parce qu'on parle des violences intrafamiliales, et précisément, c'est parce que ces violences sont intrafamiliales que la culpabilité et la honte sont généralement encore plus importantes, puisqu'il faut savoir que l'auteur des violences est celui qui est censé protéger l'enfant. Et l'auteur des violences n'en reste pas moins un père, une mère, et avec cette ambivalence des sentiments, notamment dans ce qu'il s'agit des enfants qui sont victimes, mais pas que. C'est aussi le cas souvent des femmes victimes de violences conjugales, se mêle cette situation un peu curieuse où celui qui est l'époux ou celui qui est le père devient finalement l'auteur des violences, et ça crée une ambivalence des sentiments qui est à l'origine de façon majorée de cette culpabilité et de cette honte, et qui est aussi un frein au dépôt de plainte et au fait de se dire je vais du coup créer un désastre familial si je dis ce qui m'arrive. Excellente transition puisque tu nous parles de frein. Parlons de ce tabou qu'il y a autour de ce sujet. Tout le monde le sait, mais on n'en parle pas. Titeina, un regard sur ce tabou, cette honte qui nous empêche de parler. C'est compliqué pour la victime, en tout cas. Les professionnels, ce sont les premières choses qu'on leur dit. Un enfant qui dénonce des violences ou qui a été victime de violences, c'est qu'il ne doit pas avoir de honte à éprouver, puisque c'est lui qui est la victime. C'est un fait culturel aussi chez nous, chez les Polynésiens. Ça fait honte, paye. Et ça, c'est vraiment ancré en le polynésien. Oui. Et il faut démystifier par des rappels, par un discours
répétitif aux familles, aux enfants. C'est intéressant ce que tu nous dis, puisqu'en préparation de cette émission, j'en ai parlé à plusieurs personnes. On connaît tous un ami, un proche, un parent qui a été victime à un moment donné de violence intrafamiliale. Tu voulais pouvoir y réagir, Cynthia, justement? Moi, je voulais essentiellement rebondir sur le fait que c'est difficile de parler. Enfin, quand on est victime de violences, que ce soit violence sexuelle ou autre, c'est vraiment difficile d'en parler. Et la grande difficulté des enfants, c'est d'être crus. Donc, quand ils arrivent à en parler pour une première fois, ce qui va beaucoup jouer dans la suite des démarches ou dans le fait qu'ils continuent de parler ou qu'ils continuent de pouvoir s'exprimer, c'est le fait d'être cru et entendu. Justement, toujours sur cette ouverture de parole, je reviens vers toi, Titeina. Récemment, on a pu voir la campagne Afaturamai, qui justement mettait en lumière toutes ces violences intrafamiliales. Est-ce que ça a changé les choses depuis que c'est sorti? C'est sorti en début février, si je ne me trompe pas. Alors ça me paraît un peu court pour pouvoir faire des évaluations. Simplement que ça doit, en tout cas l'initiative d'avoir créé ce projet-là, eh bien, c'est déjà faire bouger les choses. Et en tout cas, il faudra encore plus de moyens ici en Polynésie française pour qu'on puisse éradiquer, c'est un grand mot, mais diminuer grandement les violences intrafamiliales, et parce que ça a des conséquences sur tous les plans, sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan de la société également. Cette campagne Afaturama a été partagée et relayée sur les réseaux sociaux par beaucoup de médias, et en allant voir dans les commentaires, on peut voir des gens qui disent « Ah, mais il faut pas en parler, etc. » Finalement, ça permet d'ouvrir le sujet, Georgina, et de pouvoir casser le tabou dont on parlait un peu plus tôt. Je pense que tous les moyens sont bons à mettre en place, hein, et ce projet, effectivement, Fait partie. en fait partie. Et c'est vrai que la question du tabou est toujours présente, mais je pense que si les personnes sont rassurées, sont mises en sécurité, ça va leur permettre de se libérer et libérer la parole plus facilement. Myriam, est-ce qu'un simple témoignage, hein, j'ai envie de dire comme ça, suffit pour déclencher une procédure de protection, même sans forcément preuve matérielle, par exemple? Tu nous parlais tout à l'heure du fait d'être cru. Alors, en matière d'ordonnance de protection, oui, il faut expliquer aux gens ce dont il s'agit, hein. C'est pas du tout le volet pénal. L'ordonnance de protection, c'est un dispositif judiciaire qui est mis en place et qui permet à une victime de violences intrafamiliales, de violences conjugales généralement, une mère avec ou sans enfant, de saisir dans des conditions d'urgence très précises le juge des affaires familiales pour obtenir la mise en place d'un certain nombre de mesures de protection en dehors, encore une fois, de l'issue de la plainte qu'elle aurait déposée. Cette mesure de protection, qui peut être prise par le juge des affaires familiales, elle ne nécessite pas que l'auteur des faits ait déjà été condamné sur un plan pénal. Elle nécessite uniquement qu'on ait des éléments qui peuvent permettre de rendre vraisemblables les violences qu'on allègue et le danger auquel on est exposé. Alors, généralement, quand même, dans ce type de dossier, il y a au moins un dépôt de plainte et un certificat médical qui permettent d'attester la vraisemblance, encore une fois, des violences. Le juge des affaires familiales n'est pas là pour dire si les violences ont été commises ou pas, notamment lorsqu'il y a une contestation de la part de l'auteur. Elle est juste là, le juge est juste là pour essayer de vérifier si les violences lui paraissent vraisemblables, si ces violences sont à l'origine d'une situation de danger pour la personne, pour mettre en œuvre cette mesure de protection qui est très importante, parce qu'on parlait tout à l'heure des solutions de relogement, mais cette ordonnance de protection, elle permet au juge des affaires familiales d'attribuer la jouissance du logement familial à la victime de ces violences-là. Donc, de faire en sorte que ce soit l'auteur des faits qui, trop souvent encore, reste en place sans difficulté, et alors que les administrations se démènent pour trouver des solutions d'hébergement, mais là, judiciairement, il y a un juge qui dit non. Monsieur, ce sont encore très souvent Les messieurs. des hommes qui sont les auteurs de ces violences, vous l'avez rappelé, 77% de femmes victimes, mais qui permettent, voilà, d'extraire l'auteur des faits du logement familial et d'y placer la victime et ses enfants. Dans la même idée, il y a aussi le téléphone grand danger, on peut en parler aussi rapidement? Oui, alors ça, c'est un autre dispositif qui est réservé aux situations de danger les plus prégnantes, les plus importantes, lorsqu'il y a effectivement des violences qui sont commises et qui font craindre qu'il y ait un risque vital. Hélas, en Polynésie française,
les annales des cours d'assises sont remplies à chaque session de ces crimes vraiment atroces qui créent un grand émoi dans la population, mais qui finalement se répètent, où les violences vont conduire au décès de la victime. Donc, dans ces situations-là, il y a ce dispositif de téléphone grand danger qui peut être mis à disposition d'une victime pour éviter cette répétition des violences, une réitération des violences et surtout une protection de la victime. Si par exemple on a peur de représailles. Si par exemple on a peur en effet qu'après avoir été déposé plainte, l'auteur des faits s'en prenne de nouveau à la victime. Je vois que Titeina, tu voulais réagir justement à ce qui vient d'être dit vis-à-vis des mesures de protection par rapport aux différentes victimes. Oui, juste rajouter que parfois pour des mineurs qui ont été victimes, on peut effectivement avoir des mesures comme des ordonnances de placement, où on peut les mettre soit dans la famille élargie, quelqu'un de confiance, ou en institution s'il y a de la place. Voilà. Je me tournais du côté de Cynthia pour savoir, est-ce que vous travaillez en lien avec les écoles, par exemple, pour repérer, là on parle des enfants qui sont en danger. Oui, alors dans la protection de l'enfance, l'essentiel, c'est vraiment le travail en lien avec tous les partenaires dans tous les domaines, c'est-à-dire santé, sociale, éducation. Et concernant l'éducation, on travaille en lien avec la DG2E auprès des infirmières scolaires et auprès de la direction de la santé avec les médecins scolaires. Je reviens vers toi, Titeina, puisque dans les îles éloignées, ça doit être un petit peu différent. Les services sont un peu plus limités. Est-ce que la DSFE, est-ce qu'elle intervient aussi dans les îles? Oui, parmi la DSFE comprend 10 services sociaux en Polynésie française. Et pour ce qui est des îles, souvent il y a une antenne là-bas. Donc pour les îles les plus éloignées, les collègues des Tuamotu font appel aux forces de l'ordre qui sont sur place, parfois aux magistrats de l'île, le Tavana, ou parfois aussi des représentants religieux ou des personnes qui sont reconnues comme étant des personnes de confiance dans la communauté de l'île, parce que parfois il y a des îles où il y a très très peu d'habitants. Voilà. Donc, et après, la DSFE intervient par la suite en fonction des transports qui peuvent être disponibles ou pas. En fonction de l'éloignement de l'île, on trouve un moyen pour protéger l'enfant ou pour faire rapatrier la maman ou la famille victime de violences intrafamiliales. Il est essentiel à pouvoir retenir, surtout pour les différentes victimes, c'est de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur et de lever le tabou. Georgina, est-ce qu'on peut revenir sur ce point qui est essentiel? Par rapport au tabou. Voilà, et surtout par rapport à la culpabilisation des victimes, puisque c'est vraiment un élément assez important de ce sujet. En tout cas, nous, dans nos établissements, quand on reçoit une famille, une femme seule ou avec des enfants ou des enfants, on essaye de tout mettre en œuvre pour que la personne soit accueillie et se sente en sécurité dès les premiers instants, parce que c'est ce qui va assurer son accompagnement. Accompagnement continu, c'est ça? Oui, son accompagnement continu et surtout son adhésion. Parce qu'il y a ça aussi qui est important. Si la personne adhère à son projet d'accueil, on va dire ça comme ça, disons que c'est ce qui va assurer sa bonne prise en charge et tous les moyens qu'on peut lui proposer, tout en sachant que la personne après reste, j'allais dire, maître de son avenir, on va dire ça comme ça. Les choses évoluent au fur et à mesure des années. Est-ce qu'on remarque que les langues se délient de plus en plus, Georgina? Je peux dire que dans les publics, en tout cas, que nous accueillons, je peux dire que oui, puisque nos foyers, disons, sont remplis constamment, parce qu'ils savent que ce sont des établissements où ils peuvent être en sécurité et surtout bénéficier d'un accompagnement global et individualisé. Et que nous ne travaillons pas seuls et que nous travaillons en partenariat surtout avec les travailleurs sociaux, parce que c'est nos partenaires premiers, et les écoles, la santé. Et c'est en ce sens qu'on appelle l'accompagnement continu. Titeina, une dernière réaction à ce que vient de dire Georgina? Vous parlez du personnel de la santé, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec eux. On a des réunions régulièrement avec les services de santé
du secteur, hein. Et ce sont les premiers pourvoyeurs, hein, au niveau des chiffres des signalements, puisqu'ils sont vraiment à proximité des personnes et puis que les offres de soins sont généralisées sur tout notre territoire. On va pouvoir du coup vous rediriger sur les sites internet du service-public.pf/DSFE si jamais vous voulez vous renseigner vis-à-vis des violences intrafamiliales. Et vous avez les pages Facebook de la Direction des Solidarités de la Famille et de l'Égalité. Merci d'ailleurs à la DSFE d'avoir été présent sur notre plateau. Et Pareora-UAPED de Polynésie. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été présents et d'avoir répondu à ces questions autour de ce sujet qui est encore beaucoup trop tabou. Maruru. Maruru. Les amis, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VA Tahiti. Maruru itotato farerir a Trahoma Parhayana.